Les esprits garés nous hantent. Ils ne peuvent plus nous quitter. Des gens ont été témoins de leur présence et leurs récits sont demeurés gravés dans nos mémoires. Et ces esprits sont toujours vivants. Découvrez avec nous des maisons encore pleines de souvenirs troublants. Des maisons qui ressemblent étrangement à des maisons près de chez vous. Deux âmes troublées de l'amour éternel vivent encore ici. Soudain, j'ai senti les poils se dresser sur mon bras gauche, puis sur mon cou, puis sur mon bras droit. Je me suis tourné vers l'escalier et j'ai vu Julie monter les marches. Il y a clairement une présence ici. Ils se sont battus pour ce qui leur appartenait, et leur combat s'est terminé dans un bain de sang. La colère les avait poussés à faire des choses horribles. Ces âmes sont encore ici, demandant réparation. Les péchés d'un père ont-ils mené à la naissance d'un enfant difforme? Il croyait qu'il avait des sabots, une queue. Cet enfant était-il un don de Satan? Et pourquoi est-il toujours ici à rôder dans la pénombre? Suivez-nous à la découverte de maisons hantées. Des histoires étonnantes d'esprits troublés et d'âmes torturées. À Lucan, en Ontario, un énorme secret habite encore la ville. Tout a commencé en 1880 dans la maison des Donnelly. Le théâtre authentique d'un massacre sanglant lorsque toute une famille est assassinée dans un acte de vengeance féroce animé de peur et d'ignorance. Il y a plus d'un siècle, les Donnelly vivaient ici. Ils ont préféré mourir plutôt que de quitter leur maison. Et aujourd'hui, leurs âmes refusent de partir. Leur emprise sur cette maison semble inépuisable. Joanna Donnelly, la mère, travaille sans relâche pour améliorer les conditions de vie des siens. James, son mari, est un homme passionné, d'humeur parfois explosive. Et à la fin, ils sont morts brûlés vifs. Rob Sauls et sa famille vivent ici depuis maintenant une dizaine d'années. Il y a des nuits où tout est très calme et soudainement, je suis réveillé par les bruits de 4 pas distincts dans l'escalier. Je me lève, j'ouvre la porte et je vais voir si mon fils dort bien. Chaque fois, il dort profondément et il n'y a personne dans l'escalier. Mais clairement, il ne s'agit pas d'un rêve lorsque Charlie, le fils de Rob, aperçoit les Donnelly. Je jouais sur le plancher et j'ai entendu du bruit dans le corridor. Je me suis tourné vers le corridor et j'ai vu ce qui semblait être une famille. Il y avait un homme, une femme et 3 petits-enfants. Ils portaient des vêtements qui semblaient dater du 19e siècle. L'histoire des Donnelly commence dans un vieux pays rempli de souvenirs anciens à l'autre bout de l'océan. En 1842, l'Irlande est une île de pauvreté. Seuls les plus forts ont des chances de survivre. Les Irlandais catholiques se sentent prisonniers de leur sort. Les lois britanniques leur interdisent de posséder des terres dans leur propre pays. Joanna travaille comme domestique dans une grande maison. Très jeune, elle apprend l'importance de présenter une image robuste. Je crois que derrière ce visage dur et déterminé, il y avait une femme très douce, avec un grand cœur. Une petite fille prisonnière d'un corps trop grand pour elle. James est conducteur de charrette et il partage des rêves secrets avec Joanna. Il était très décidé. Et lorsqu'il manquait de courage, je pense que Johanna en avait pour 2. Je crois qu'elle encourageait James à ne pas se laisser faire. James et Joanna se marient et ils émigrent au Canada vers une terre promise, dans un pays difficile où ils pourraient enfin s'établir. Ils cherchent un sol dans lequel ils pourront planter leurs racines et cultiver une nouvelle vie.
La terre était comme un rêve impossible. Elle était la source de la richesse, du pouvoir et de l'autonomie. C'était le grand rêve de tous les Irlandais. Ils triment dur à défricher la terre pour la rendre arable. Ici, en Amérique du Nord, ils peuvent devenir propriétaires d'une terre s'ils réussissent à la défricher. Jour après jour, au fil des ans, ils s'approchent de leur but. Dans ce coin de pays toujours rude, Johanna donne naissance à 7 enfants. La vie est rudimentaire, mais tous ces défis la motivent. Et son attachement à sa nouvelle terre devient rapidement inébranlable. Ils ont mérité leur propriété en travaillant très fort et en refusant de céder. Finalement, une fois leur terre apprivoisée, les Donnelly construisent une grange. Une étape importante qui les rapprochait de leur titre de propriété pour lequel ils avaient travaillé si fort. L'énergie est très forte ici. Il y a vraiment une présence importante dans cette grange. L'esprit me dit que la grange était un vieux rêve pour lui, que tous leurs rêves et leurs efforts sont enfouis dans ce sol. Il dit qu'ils ont travaillé sans relâche pour exploiter cette terre. Mais James et Johanna sont bafoués. Leurs propriétaires n'acceptent de leur vendre que la moitié de la terre promise, seulement la moitié de la terre dans laquelle ils avaient investi tant de sueur et de sang. La propriété qui devait être à eux est divisée le long de cette ligne. La portion cultivée leur est enlevée, mais donnée à un voisin nommé Patrick Farrell. Cette division de leur terre est comme un coup de glaive au cœur. Elle rappelle les injustices de l'Irlande. Les Donnelly se sont exploités et ils veulent se venger. Ils étaient tenaces et ils n'avaient pas peur de se battre pour survivre. Ils voulaient une certaine qualité de vie et ils étaient prêts à tout pour l'obtenir. James Donnelly subit ensuite les provocations de Patrick Farrell, son ennemi. Farrell voulait le chasser de ce qui lui restait de sa terre. Donnelly explose de colère et il se bat avec la rage des gens dérobés de leurs possessions. Dans le feu de l'action, hors de lui, il se venge finalement de son rival. Il tue Farrell. Pour la première fois, du sang était répandu dans cette querelle. Et ce n'est qu'un début. Au palais de justice de London, en Ontario, James Donnelly est finalement reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Mais certaines personnes s'élèvent contre le jugement de la Cour. Très rapidement, pendant que Donnelly attend son rendez-vous fatal avec le bourreau, un nombre incroyable de gens signent une pétition demandant la clémence des autorités. Sa sentence est retardée de 7 ans qu'il doit passer dans une cellule aux dimensions d'un véritable cercueil. Comme cette ligne qui avait divisé sa terre, la querelle des Donnelly divisait maintenant la communauté. Chaque famille se range d'un côté du débat, transformant ainsi de vieilles amitiés en de nouvelles querelles. Et pendant ce temps, seule sur Terre, Johanna doit élever ses enfants. C'était une femme exceptionnelle qui était très déterminée. J'ignore comment elle a fait, mais elle a réussi à s'accrocher et à conserver sa ferme. Johanna traverse des années très difficiles. Très vite, son cœur se change en pierre. Alors que leur père moisit en prison, les jeunes Donnelly sont constamment victimes des plaisanteries cruelles de leur entourage. Les enfants disaient « Avec qui couche ta mère depuis que ton meurtrier de père dort en prison pour avoir assassiné son voisin ?» Et tout de suite, la bagarre commençait. Puis les garçons couraient trouver leur mère au fond des champs pour tout lui raconter.
Et Johanna devait retenir sa colère sans rien dire. Elle préparait peut-être déjà sa vengeance. Elle pensait peut-être aller corriger les enfants qui répandaient ses horreurs. C'était une femme très fière, et je suis certain qu'elle acceptait très mal ce genre de cruauté. Johanna sait que ses enfants vont devoir s'endurcir. Quelqu'un a raconté qu'elle priait à genoux pour que ses fils brûlent en enfer pour toujours, si jamais ils pardonnaient à leurs ennemis et qu'ils refusaient de se venger. Les gens qui aidaient les Donnelly demeuraient leurs amis pour la vie. Mais ceux qui tentaient de s'en prendre à eux le payaient très cher. La conclusion troublante de la lutte des Donnelly pour obtenir justice et survivre. Puis nous vous présenterons l'histoire d'une fille pauvre, d'un homme riche et d'une reine voodoo. L'histoire étonnante d'un amour interdit qui hante encore une maison. Elle est déjà là. Elle est debout là, présentement. Dans la famille Donnelly, c'est Johanna qui enseigne à ses fils à se tenir debout, fiers et autonomes. Mais à mesure qu'ils grandissent, les jeunes Donnelly se mettent à terroriser leurs voisins du village de Lucan. Ils sèment la pagaille et provoquent les autorités. Un des frères Donnelly meurt au cours d'une mêlée. Ils buvaient un moment, puis ils déclenchaient des bagarres. Ce genre d'accrochage était toléré et les constables ne pouvaient rien faire pour les arrêter. Jim Grover a conservé certains vestiges de l'époque. Descendant d'une grande famille liée au passé et très intéressé par l'histoire, il possède un objet qui vaut une fortune à ses yeux. L'arme préférée de Johanna Donnelly, sa matraque. Tout le monde aimait raconter comment elle était très habile avec une matraque, comment elle était la plus coriace de toutes. Elle ne craignait personne lorsqu'elle allait en ville. On raconte qu'elle pouvait entrer dans un bar et se mesurer à 3 ou 4 adversaires à la fois, qu'elle pouvait tous les jeter dehors parce qu'elle n'avait jamais peur de qui que ce soit. Mais les frères Donnelly ont maintenant une réputation peu enviable. Ils sont rudes et agressifs. Ils n'hésitent jamais à enfreindre la loi. À Lucan, pendant que les gens se terrent dans leur maison, on libère finalement James Donnelly. Il allait maintenant retrouver sa liberté, mais il allait aussi être confronté à de nombreuses portes fermées. Les gens ne veulent pas de lui dans leur entourage, et les vieilles querelles s'enflamment à nouveau. On brûle des granges, et tout de suite une pluie d'accusations s'abat sur les Donnelly. Vivant dans un climat de terreur, certains croient même que Johanna est de connivence avec le diable. Beaucoup de gens accusaient Mme Donnelly d'avoir encouragé ses fils à commettre toutes ces choses. Certains disaient que c'était elle qui leur avait enseigné comment couper la langue d'un cheval. Quelqu'un a même raconté que Johanna avait montré à ses fils comment couper les trayons d'une vache. La résidence Donnelly se transforme peu à peu en véritable forteresse. Tous ceux qui s'en approchent sont perçus comme des agresseurs. Seuls les amis et la parenté immédiate peuvent y pénétrer. La maison dégage une sorte de chaos, une sorte de crainte des événements à venir et de leurs conclusions. On a l'impression que tout est hors de contrôle. Toute la maison est imprégnée de ce genre d'énergie. Le père John Connolly, un prêtre des environs, connaissait toutes les légendes entourant les Donnelly et il avait son opinion sur toutes ces histoires. On raconte que le père Connolly avait dit un jour que Jim Donnelly était le pire démon qu'il avait jamais rencontré, que Johanna Donnelly était possédée du diable et qu'un jour elle allait mourir dans un fossé. En chair, le père Connolly excite les passions qui allaient sceller la destinée des Donnelly. Il demande à ses fidèles de se regrouper et de chasser le diable de sa paroisse. Il va même jusqu'à leur offrir des cris de ralliement. Bill Ryder est un descendant d'un des membres de cette milice d'épuration. Il y a 115 ans, à cet endroit précis, on a incendié la grange de sa famille. Et tout comme ses ancêtres avant lui, il croit que les Donnelly sont responsables de l'incendie. La veille même de l'incendie de la grange, Johanna Donnelly avait prévenu que le bâtiment allait être brûlé.
Selon moi, c'était probablement un accident. Quand on commet une erreur stupide qui détruit des bâtiments, il est souvent plus facile d'inventer une histoire que de blâmer quelqu'un d'autre. Alors que les flammes dévorent la grange des Ryder, la passion populaire dépasse les limites de la raison. Les gens se sont mis à blâmer les Donnelly pour toutes sortes de choses. Mais les Donnelly refusaient de quitter les lieux, même s'ils n'avaient aucune chance de gagner contre tous ces gens. Malgré cette colère populaire sans cesse grandissante, les Donnelly refusent de céder. James et Joanna ne quitteraient jamais leur terre. Il était prêt à mourir pour sa terre de rêve. C'est ce qu'il me dit présentement. Il ne pouvait plus reculer, il en était à un point de non-retour. Encore une fois, James Donnelly est traduit en justice dans cette cour de London en Ontario. On l'accuse d'incendie criminel cette fois-ci, et des accusations sont également portées contre Joanna. Mais les preuves s'avèrent insuffisantes et les Donnelly sont libérés. Déçue et furieuse, la nouvelle milice est maintenant décidée à se faire justice elle-même. Il y a 115 ans, ce vieux bâtiment de ferme était l'école Cedar Swamps. Une maison d'éducation le jour, mais le berceau de nombreux complots durant la nuit. C'était le refuge préféré de la nouvelle milice. Le 3 février 1880, John Ryder, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, a rencontré ses collègues de la milice ici. Et tous ensemble, ils ont décidé de se faire justice et de se venger des Donnelly en obtenant des aveux signés. Ils se sont réunis ici, ils ont bu quelques verres et ils ont emprunté le chemin Roman pour aller visiter les Donnelly. Les ancêtres de Bill Ryder étaient maintenant emportés par une fièvre de passion qui allait les conduire ici, l'emplacement original de la maison des Donnelly. Ils avaient le sentiment que leur gagne-pain était menacé et pour eux, c'était la seule façon d'éliminer la menace. Les gens se faisaient justice eux-mêmes. C'était leur façon d'obtenir justice. Alors que les forces du mal se réunissent, la colère gronde de plus en plus fort. Les colons et les voisins avaient désormais pris parti dans le débat. La folie prenait une ampleur inévitable. Le drame approchait de son dénouement. Puis le soir du 3 février 1880, une trentaine d'hommes se réunissent ici. Ils veulent se venger et la folie s'empare d'eux. C'est à ce moment-là que tout a éclaté. Plus d'une vingtaine d'hommes se sont introduits par la porte arrière en brandissant des bâtons. Le vieux Jim Donnelly a été le premier à tomber. Il a été victime de graves blessures à la tête. Bridget s'est sauvée de la cuisine pour aller dans la salle familiale encore sombre, puis vers la porte qui conduisait à l'étage. Elle a refermé la porte derrière elle et elle a couru jusqu'en haut pour aller se réfugier dans une grande pièce sans mur. Quelques instants plus tard, Tom Donnelly, qui faisait presque 1,80 m, a réussi à se libérer de ses agresseurs, les menottes au poignet, en hurlant dans la pénombre pour finalement se diriger vers la porte d'entrée. Et là, il a défoncé la porte avec son épaule et il a réussi à sortir jusqu'à cet endroit, juste ici. Et c'est là que les hommes de la milice l'ont attrapé. Ils l'ont attaqué par derrière, ils l'ont frappé dans le dos à plusieurs reprises à grands coups de fourche à foin. Johanna leur a demandé un moment pour prier. Ils lui ont lancé des injures en lui disant qu'elle avait eu suffisamment de temps pour prier. Et ils l'ont frappée à la tête. Elle est tombée juste ici. Puis, ils ont ouvert les réservoirs de leurs lampes et ils ont versé de l'huile à charbon un peu partout. Quelqu'un a ensuite suggéré qu'on verse de l'huile sur les lits. Ils ont donc imbibé les lits d'huile. Puis, ils ont vu Tom, qui n'avait plus ses menottes, essayer de s'asseoir en grognant. Quelqu'un a crié « Prenez une pelle et ouvrez-lui la tête !» Un des hommes s'est donc approché avec une pelle et il en a asséné 6 coups au jeune Donnelly pour lui ouvrir le crâne. On incendie ensuite la maison. Les corps de James et de Joanna, de 2 de leurs fils et d'une nièce sont consumés par les flammes.